des éléments. Donc, je souhaite la bienvenue à la session du ministère de l'Infrastructure en parlant de 2013. Donc, nous recevons pour ce dernier bloc de cette période Mme Patricia Bordet de ESCP Géospective. Alors, elle nous présente une base de connaissances sur les réseaux enterrés. Alors, Mme Bordet est une chercheuse. Patricia Bordet a obtenu un doctorat en sciences de l'information géographique après une formation d'ingénieur à l'ENSG, l'école de l'IGN, l'Institut géographique national, en charge de la cartographie nationale française. En 2010, après avoir occupé diverses fonctions au sein de l'Institut, elle décide de quitter son poste de directrice scientifique de l'école. Elle laisse en particulier la direction du LGA, le laboratoire de géomatique appliquée, qu'elle a fondé, pour créer sa propre structure, Géospective. Aujourd'hui, au sein de Géospective, dédiée au développement de projets de recherche, elle travaille pour l'ESTP, l'École spéciale des travaux publics, et à l'Université Diderot, dans le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Elle approfondit ses recherches centrées sur la modélisation des informations géographiques. Plus précisément, elle travaille sur l'élaboration d'une base de connaissances sur les réseaux enterrés et sur l'intégration de la dimension temporelle dans un SIG. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce projet de recherche qui est mené en collaboration avec l'IRC et Géospective et qui vise à constituer une base de connaissances sur les réseaux enterrés. Alors 15 minutes, c'était un petit peu court pour présenter les résultats de ces recherches et donc j'ai fait le choix de vous présenter le projet lui-même en tant que processus de construction de connaissances. Et je l'illustrerai avec quelques résultats. Alors, les réseaux enterrés, le constat de départ, c'est que les réseaux enterrés représentent des enjeux importants, comme l'a rappelé M. Le Sart tout à l'heure, des enjeux économiques. Les coûts d'endommagement et de maintenance s'évaluent en milliards. Des enjeux urbanistiques, pas de ville sans réseau, et aujourd'hui, les réseaux s'entremêlent dans les sous-sols. Et puis des enjeux en termes de risques humains et environnementaux. Alors, pour s'en persuader, il suffit de regarder les articles qui paraissent en France, au Canada, en Chine, au Brésil et dans plein d'autres endroits, et qui montrent que ce sont des préoccupations internationales, même si l'épisode qui a eu lieu à Brie-Trinité au début de la semaine, avec la rupture de la fibre optique par des castors, montre qu'il y a quand même des particularités, des spécificités locales. Alors, cet enjeu, finalement, nous fait penser qu'une modélisation fine des caractéristiques et du fonctionnement de ces réseaux enterrés pourrait contribuer à une meilleure gestion préventive et opérationnelle de ces réseaux. Et par ailleurs, en termes de géomatique, les réseaux enterrés sont des objets extrêmement stimulants parce que leurs composantes topologiques, leurs composantes géométriques et la composante sémantique sont extrêmement riches. Et donc, on peut espérer en déduire un certain nombre d'informations. Donc, partant de ce constat-là, on a proposé un projet de recherche qui vise à élaborer une base de connaissances sur ces réseaux avec l'objectif, dès le départ, de proposer des outils opérationnels destinés aux gestionnaires de réseaux. On part de connaissances en géomatique, de connaissances sur les réseaux, et l'idée, c'est d'élaborer cette base de connaissances. La première difficulté, c'est qu'on parle de gestionnaire de réseau comme un tout, alors qu'en fait, il s'agit de plusieurs types de réseaux, chacun avec des spécificités métiers, des compétences techniques tout à fait spécifiques, ce qui n'est pas si simple que ça à aborder. Et puis une autre difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, si on a quelques compétences en SIG, nos compétences au sein de l'IRC sur les réseaux sont relativement restreintes. Et donc, au début, il va déjà falloir monter en puissance en termes de compétences spécifiques avant de pouvoir attaquer la base de connaissances et donc de pouvoir proposer des outils opérationnels. Alors, la montée en puissance, en termes de compétences, on la décompose en deux origines. Tout d'abord, l'intégration de données extérieures, et puis une deuxième démarche qui consiste à travailler sur des données existantes, sur des réseaux réels, et à partir de systèmes d'information géographique, d'extraire de nouvelles informations, parce que ce travail repose sur une hypothèse très forte, qui est que dans les données, il y a des informations implicites que l'on peut extraire à partir d'outils d'analyse spatiale. Et l'un des partenaires avec lequel je travaille a résumé finalement mon activité en disant qu'il s'agit de faire parler les données. Alors, deux axes principaux pour travailler. Un premier qui est une caractérisation intrinsèque de la structure physique des réseaux,
en partant de leurs 3 composantes angiomatiques pour essayer de construire des connaissances multicritères. Un deuxième axe, une caractérisation contextuelle qui essaye de positionner les réseaux dans leur environnement et d'essayer de comprendre quelles sont les interactions avec celui-ci. Alors, quelques exemples d'illustration. Donc, on part de la composante sémantique, de connaissances relativement sommaires sur le fait qu'il y a parmi les caractéristiques des diamètres et des matériaux. Et l'idée, c'est d'aller vers des connaissances métiers, justement, sur l'utilisation différenciée de ces matériaux et ces diamètres. Et donc là, c'est des travaux qu'on avait menés avec une étudiante, Lucie Jiménez, en 2012. Donc, on commence de manière très simple, très classique, rien de spécifique, par des cartes thématiques sur les diamètres de ces réseaux. L'intérêt, c'est de pouvoir comparer effectivement des réseaux différents. Et là, quand on commence à regarder ça, se pose d'emblée d'un certain nombre de questions, à savoir, est-ce que les canalisations les plus importantes d'un réseau se trouvent aux mêmes endroits que les canalisations les plus importantes d'autres réseaux, entraînant une certaine vulnérabilité des territoires sous-jacents? Est-ce que l'on pourrait trouver en topologie des règles qui permettent de deviner où vont être les canalisations les plus importantes, sachant que derrière, on a aussi des problématiques de localisation de parties méconnues de réseaux. Une autre illustration, en partant cette fois-ci de la composante géométrique, on avait des données sur un réseau de chaleur, et rien qu'à l'observation visuelle, ce qui nous est apparu, c'est une prédominance très importante des angles à 90 degrés. Donc des recherches complémentaires auprès des gestionnaires de réseaux de chaleur nous a permis de comprendre que la chaleur entraînant une dilatation des canalisations, il fallait encaisser dans la structure les déformations de ces canalisations et l'angle droit était la courbure idéale, enfin, optimisant la configuration. Donc l'idée, c'est effectivement de voir que la courbure est un paramètre intéressant et donc d'essayer de faire le lien avec le fait qu'effectivement les constructeurs de réseaux utilisant par ailleurs des matériaux impliquant un certain nombre de courbures, ça pouvait être un indicateur pertinent. Et donc on a travaillé sur cet indicateur et on observe par exemple que le réseau d'électricité a peu de courbures, ce qui s'explique finalement assez facilement par le type de réseau utilisé, le matériau utilisé. Un autre exemple, cette fois-ci c'est sur la composante topologique, on a calculé le degré de chacun des nœuds. Alors le degré c'est le nombre de tronçons qui arrivent en un sommet. Donc pour l'illustrer là on voit par exemple un sommet avec 3 arcs, là un sommet avec 2 arcs et là avec un seul. Et ça nous permet derrière de faire un certain nombre d'analyses, en particulier d'extraire les impasses, de calculer le nombre de boucles et un certain nombre de caractéristiques topologiques. Pour le deuxième axe, la caractérisation contextuelle, je l'illustrerai là sur la relation avec le réseau routier. Effectivement, quand on se promène dans la ville, il semblerait quand même que l'installation de ces canalisations ne sont pas complètement décorrélées de l'existence du réseau routier, même si ça ne s'identifie pas au réseau routier. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle est la corrélation spatiale entre réseau routier et réseau intérêt. Donc là, on a mis en rouge le réseau routier, en bleu un réseau d'eau potable, et effectivement, en extrayant un certain nombre de parties du réseau, on voit qu'il y a une partie du réseau d'eau qui est corrélée au réseau routier, alors qu'une partie est complètement indépendante. L'hypothèse sous-jacente, c'est que derrière ces réseaux enterrés, il y a deux logiques, une logique de transport et une logique de distribution, et qu'il pourrait être intéressant de pouvoir extraire ces deux logiques pour essayer de les étudier indépendamment, de pouvoir les caractériser et de comprendre comment elles fonctionnent. Alors, ces constructions d'éléments de caractérisation que l'on fait de notre côté, ce n'est pas de manière indépendante de relation avec les gestionnaires, puisque très régulièrement, on intervient en interaction avec eux pour leur restituer soit nos résultats, soit nos surprises, soit de nouvelles questions. Et donc, dans une boucle en feedback, on transfère les éléments que l'on a obtenus et en retour, on a soit des réponses, soit de nouvelles questions, soit des éléments d'information supplémentaires qui nous permettent donc de nous enrichir en termes de connaissances et de questions de recherche. Alors, c'est intéressant aussi dans cette boucle, c'est de constater qu'à cette occasion d'analyse, nous, on va renvoyer aussi des informations. Typiquement, sur la cartographie des diamètres, on avait constaté une anomalie, un tronçon avec un diamètre particulièrement important, le plus important de la liste, qui était coincé entre deux réseaux, deux canalisations de diamètre moins important, sans qu'il y ait d'apport de matière à cet endroit-là. Donc on a remonté l'information
à notre partenaire en lui disant là, il nous semble qu'il y a une question logique à soulever. Nous avions constaté également un manque de qualité en termes de remplissage de l'attribut diamètre. Certains tronçons n'étaient pas renseignés, et donc on a proposé un algorithme qui, en fonction des diamètres des voisins et également des contraintes de diamètre imposées par les matériaux utilisés, proposait un diamètre possible, probable, de la canalisation méconnue. Et là, on voit que si on n'est pas encore en mesure, bien évidemment, de proposer des solutions aux gestionnaires pour gérer leur réseau physique matériel, on peut commencer à remonter non seulement des erreurs, mais concevoir avec eux des outils pour la gestion de la qualité et de la cohérence de leurs données. Un autre exemple qui fait partie d'un autre exemple de recherche qui avait été mené avec Mezen Chiaoui en 2013, c'était sur les égouts de Paris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau des égouts de Paris est un réseau d'assainissement, mais qu'il sert aussi d'infrastructure pour accueillir d'autres réseaux, fibre optique et autres. Et donc on n'a pas eu accès à quel type d'autres canalisations étaient accueillies par les égouts de Paris, mais en revanche, on savait combien d'autres occupants étaient dans chaque tronçon et combien il y avait de câbles dans la totalité. Et là, pareil, on a remonté des anomalies, un nombre supérieur d'occupants par rapport à un nombre de câbles pour les égouts de Paris et leur demander soit des explications, soit leur montrer qu'il y avait une anomalie. Donc on voit que dans cet échange entre des partenaires qui nous prêtent des données réelles sur lesquelles on peut travailler pour augmenter nos compétences, on peut déjà commencer à proposer un outil opérationnel d'assurance qualité sur les données. Alors on va plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de cette boucle de feedback, on veut aller vers cette base de connaissances. Et si je reprends l'exemple des réseaux de chaleur, on a intégré des connaissances extérieures sur le fait que, de par leur fonctionnement, ils ont une structure plutôt en arbre, c'est-à-dire qui n'inclut pas de boucle. Donc on s'est dit, on va peut-être essayer d'aller vers une simulation, essayer d'imaginer, de voir si on peut calculer l'implantation de ce réseau de chaleur. Donc partant des différents points à desservir et de la source qui est en vert à cet endroit-là, on s'est dit, voilà, l'apport, le transport de chaleur doit minimiser le chemin, parce que plus le chemin est long, plus il y a de déperdition, donc moins le réseau est efficace. Et donc on va voir si on peut calculer sur la base de cette longueur minimale le cheminement du réseau de chaleur. Alors j'ai soutiré ça à mon étudiant qui est encore en train de travailler en ce moment à Paris. Je ne voulais pas le laisser partir, ce schéma-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, voilà ce que l'on obtient. On voit la simulation en rouge, en vert le réseau réel. Effectivement, ce n'est pas très satisfaisant. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas encore eu le temps aujourd'hui d'intégrer la contrainte sur les angles droits dont on a parlé et qui fait qu'on aurait exclu d'emblée une trajectoire qui passe par ce biais-là. Donc voilà un peu comment on chemine petit à petit par intégration d'éléments d'information, par par enrichissement des données sur lesquelles on travaille, et donc d'outils opérationnels d'assurance qualité, on espère aller petit à petit vers des outils de gestion, de maintenance et d'aide à l'implantation. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par toujours plus de données, parce que derrière, il y a l'hypothèse que chaque type de réseau a des caractéristiques qui lui sont propres. Réseau de gaz, réseau d'électricité, réseau d'eau, on le voit déjà sur les indicateurs génériques que l'on a développés que ce n'est pas uniforme. Mais il y a une autre hypothèse également, là, à partir des données qui nous ont été prêtées par Genève, c'est qu'il y a probablement des spécificités locales. En dehors des castors, on peut penser qu'effectivement, on peut retrouver des choses qui peuvent être propres à chacun des territoires. Un deuxième aspect, c'est que pour construire des outils d'analyse un peu performants en topologie, en géométrie, on fait appel à un certain nombre de compétences extérieures en collaboration du monde de la recherche. Donc, comme avec le CEA, on travaille sur un indicateur de simplicité du tracé. Et également, pour injecter des connaissances spécifiques métiers, on travaille avec des laboratoires, soit sur l'énergie, soit sur l'eau, pour pouvoir commencer à approcher un peu plus la compréhension du fonctionnement. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un projet de recherche qui se veut ouvert par le type de données que l'on va rentrer, ouvert par le type d'acteurs. Je n'ai pas parlé de chercheurs en voirie, en bitume, avec lesquels on envisage de travailler. Un projet multidimensionnel, déjà par les analyses sur les 3 composantes de l'information géographique réseau, multidimensionnel
par le type de réseau. Donc on envisage aujourd'hui l'ensemble des types de réseaux, et également par la dimension territoriale, puisqu'on voudrait voir les différences entre territoires. L'objectif, c'est bien de constituer une base de connaissances sur les réseaux dans le but de développer des outils de gestion opérationnelle. Alors, comment on la constitue, vous l'avez vu, à partir d'éléments formalisés dans les SIG, aujourd'hui, plus tard probablement en intégrant la troisième dimension, des connaissances métiers, c'est le cœur évidemment de la base de connaissances, et des travaux de recherche pluridisciplinaires pour pouvoir construire effectivement des connaissances. Aujourd'hui, parce qu'on en est au tout début, vous avez vu, la date la plus ancienne, c'est 2012, ce sont des données qui restent très génériques, qui sont centrées sur la connaissance de la structure physique du réseau et sur de premiers éléments sur le contexte, et qui est destinée à se spécialiser avec les questions qui seront de plus en plus complexes que nous proposeront les partenaires. Ce qui est intéressant à noter, ce que je souligne aussi, c'est que dans cette démarche qui consiste à faire parler les données à partir de développement d'outils spécifiques, finalement, nous, de notre côté, on augmente également notre compétence en outils géomatiques. Et de fait, au-delà du projet de recherche sur les réseaux enterrés, on se retrouve finalement à travailler également en recherche en géomatique. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. En fait, j'ai suivi un peu tantôt, puis je crois que quel genre de réseau est-ce que vous préconisez comme chemin là, c'est un grand réseau pour avoir des données? En fait, je crois que vous aimeriez avoir des données pour travailler. Donc, dans le fond, c'est de la recherche. Oui, alors c'est vraiment un projet recherche et donc, comme on l'a vu, la recherche est fondée sur des données réelles. L'idée, c'est de tirer de données réelles des éléments de connaissance. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour les gestionnaires de réseau, puisqu'en fait, pour l'instant, on n'a pas de connaissances métiers, mais en revanche, on peut essayer de travailler sur des questions particulières qui sont les leurs, et puis de regarder effectivement les différentes pratiques. Donc aujourd'hui, on dispose, on a vu les partenaires, de données sur les réseaux d'assainissement en France, de quelques données sur le réseau de gaz, des données sur l'électricité en Suisse et un certain nombre de données sur l'eau. Mais pour l'instant, je fais un appel, je n'ai pas de données sur le Canada. Et bien évidemment, ça m'intéresserait bien de pouvoir travailler sur un jeu pour pouvoir mettre en relation les résultats qu'on a pu trouver par ailleurs, en échange de quoi, effectivement, comme vous l'avez vu, dans une boucle de feedback, on restituera les questions et on est prêt à en prendre de nouvelles. Désolée, c'est pour l'enregistrement. Oui, Benoît Dubin, l'Université de Rennes. Je voudrais savoir si vous avez déjà une idée du format que vous allez utiliser pour après diffuser justement sur cette base de connaissances, mécanisation, s'il y a des formats standards que vous utilisez pour les données et les métadonnées sur ces canalisations. Alors aujourd'hui, on diffuse peu, puis en fait, c'est surtout des algorithmes d'analyse que l'on développe et qu'on met soit sous PostGIS, enfin sous QGIS, soit sous ArcGIS, de fait des relations que l'on peut avoir avec les partenaires. Je dirais que la diffusion, elle est plus en termes de conclusion, comme on l'a vu en bas, de nos indicateurs. On n'a pas encore été jusqu'à... Comme on débute, on n'a pas encore été jusqu'à la diffusion des données. Comme ce n'est pas une demande qui nous a été faite aujourd'hui, ce n'est pas un thème qu'on a encore envisagé, mais tout reste à faire en fait. D'autres gens ont des questions? Donc, j'en ai une. En fait, je veux savoir, comme avec Paris, est-ce que vous avez partagé ces informations? Est-ce que vous avez montré à la ville? Alors, pour les égouts de Paris, donc, on leur a fait un premier retour. Donc systématiquement, oui, on partage l'information. Pour le réseau de chaleur, comme vous l'avez vu, on est en plein milieu. J'ai vraiment dû me battre avec mon étudiant pour lui faire ressortir la carte. Mais systématiquement, il y a un retour avec le gestionnaire qui a quand même un avantage, qui tourne plutôt bien pour nous. C'est-à-dire qu'au départ, on a une toute petite zone donnée en général sur une fenêtre carrée. Et donc, on donne les premiers indicateurs. Mais vous voyez bien qu'une fenêtre carrée, c'est pas logique, ça ne correspond pas à la logique du fonctionnement du territoire. Et donc, on leur montre que le fait de n'avoir qu'une fenêtre carrée nous prive d'une capacité d'analyse sur le fonctionnement du réseau. Et donc, en général, après la première remise des indicateurs, on a droit à plus de données
et en tout cas des données qui sont plus cohérentes par rapport à leur fonctionnement. Mais pour l'instant, on n'a pas accès aux données métiers, c'est-à-dire quels sont des éléments sur les flux transportés, sur les dégradations, enfin des détails un peu plus fins. C'est principalement des éléments de structure ou des choses très générales sur les diamètres et les matériaux.